Madame, Monsieur, bonsoir. L'élection est la désignation d'une ou plusieurs personnes pour exercer un mandat électoral au moyen d'un suffrage auquel toutes les personnes disposant du droit de vote sont appelées à participer. Par cette action, le corps électoral transfère à l'élu ou aux élus la légitimité nécessaire pour exercer le pouvoir attribué à la fonction objet de l'élection. En Afrique, les élections sont des événements attendus avec appréhension. En effet, elles sont susceptibles d'engendrer instabilité et violence au sein des pays, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2010. Au cours de ces dernières décennies, la lutte pour le pouvoir politique s'est révélée être la cause de la majorité des conflits et violences observés sur le continent. Dans ce contexte, la société civile lance régulièrement des appels à tous les acteurs concernés afin qu'ils œuvrent en faveur du déroulement d'un scrutin apaisé et invite les médias à s'abstenir de tout discours incitant à la haine et à la division. À plus d'un an de l'élection présidentielle ivoirienne, comment notre pays s'organise-t-il? Comment conserver nos acquis? Et comment maintenir le climat de paix? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Steven Guestan, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Dr Koné Benballa, vous êtes secrétaire général du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Le Valentin Zawi, sociologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Et professeur Simplice Dion, philosophe politique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatim. Alors, messieurs, de prime abord, quels sont les enjeux de cette élection pour notre pays sur le plan peut-être d'abord politique et puis économique et social? Steven Guessan. D'un point de vue politique, plus de 100 ans après les indépendances, ce sera de prouver notre maturité politique à travers notre capacité à organiser une élection sans violence, une élection transparente, dont le résultat ne devrait pas être contesté. On a quand même l'exemple des pays comme le Sénégal, le Ghana qui sont cités en exemple. Il serait intéressant que la Côte d'Ivoire puisse s'inscrire sur la planète des États capables d'organiser des élections sans violence. Donc, c'est l'enjeu principal. Selon vous, on joue notre maturité, voire crédibilité politique? Maturité. Maturité politique. Sur le plan économique et social, ou sociologique, Monsieur Zawi. Écoutez, une société, c'est un corps social. Nous avons plusieurs membres du corps social. Il y a des partis politiques qui contribuent à l'expression du suffrage, n'est-ce pas? Et donc, qui ont la possibilité de faire des offres politiques par rapport à leur conception de la gestion des affaires publiques, par rapport à leur projet de société. Donc, il appartient aussi bien à ces partis politiques comme à des candidats indépendants de faire des propositions, n'est-ce pas, aux citoyens ivoiriens qui, en toute connaissance, vont donc porter leur choix sur une personne qui va décider pour nous tous, qui va décider, et ce qu'il dit engage tout le monde. D'où l'intérêt qu'on ait des candidats sérieux et des personnes qui aient vraiment des choses, j'allais dire, ambitieuses à proposer à l'ensemble du corps social. Donc la qualité de l'offre politique à vous écouter aussi. En 2025, elle sera très scrutée. Votre observation, M. Benballa, sur les enjeux politiques, économiques et sociaux? Merci Fatim. Et moi, je dirais, sur le plan économique particulièrement, il est important pour nous de préserver les acquis. Nous sortons on va dire, de plusieurs décennies de crise. Et depuis 2010, nous avons amorcé une pente ascendante en termes de croissance économique. Et il serait bien évidemment primordial pour nous, Ivoiriens, de préserver ces acquis qui permettent aux jeunes d'être libres d'entreprendre, de recevoir des financements du gouvernement, mais aussi des partenaires extérieurs qui ont confiance en la Côte d'Ivoire, justement, du fait d'une certaine stabilité économique et politique qui prévaut dans le pays. Donc vous, c'est l'embellie économique observée ces dernières années que vous voulez qu'on préserve? Effectivement, cela. D'accord. Et vous, professeur Dion, là aussi, il y a un aspect peut-être aussi philosophique. Quels seraient les enjeux de cette élection? Philosophique et politique. Et politique. Il y a un auteur qui s'appelle Karl Popper qui dit que le problème en démocratie, ce n'est pas qui doit gouverner. Ce n'est pas tellement ça. Mais c'est comment ceux qui sont gouvernés se donnent les moyens d'empêcher ceux qui gouvernent de les écraser. C'est pourquoi en démocratie, on se donne les moyens de renouveler les différentes directions à un moment donné. Que celui qui dirige un pays a une vision future, présente de ce pays. Il dit, voici ce que je vais faire. Mais il faut se donner la possibilité à un moment donné de juger
cette personne de dire que tu nous as promis une telle gouvernance, nous estimons, 5 ans après, que tu n'as pas tenu tes promesses. Il y a une autre vision qu'on appelait tout à l'heure offre qui se présente. Donne-nous la possibilité de laisser celui-là expérimenter sa vision. Peut-être que ça nous conduira vers le futur souhaitable. Donc l'élection est un moment important où on reconduit, où on renouvelle, où on change totalement notre vision du futur souhaité et souhaitable pour nous. C'est l'alternance ou la sanction par le vote C'est l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire c'est un régime où on désigne ceux qui nous gouvernent et lorsqu'ils n'ont pas fait le travail, on a la possibilité d'en désigner d'autres sans que cela se passe par la guerre, par la violence ou par la mort. C'est ça la démocratie. Alors les élections présidentielles se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, quels sont les enjeux de la présidentielle de 2025? Les explications de Sédou Ouattara. 2025 s'annonce, la bataille présidentielle se prépare. Un vent de pré-campagne s'ouvre déjà en Côte d'Ivoire. Les chapelles politiques sont déjà en action. Un seul mot d'ordre, conquérir la présidentielle de 2025. Et chacun y va avec sa manière. Sans oublier que la paix sociale doit être préservée. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est un regain de vitalité politique sur le terrain dans notre pays qui se manifeste par la création de tribunes d'échange, à savoir les rendez-vous du RHDP, la tribune du PPACI, les rencontres du porte-parole du PDCI, pour ne citer que ceux-ci. Nous saluons déjà ces espaces et nous disons que ceux-ci devraient permettre d'aborder des questions d'actualité, de la démocratie, des questions de droits de l'homme et surtout leur offre politique. Et le Conseil national des droits de l'homme est très engagé sur le terrain à sensibiliser les jeunesses des partis et groupements politiques sur le fait qu'ils ne constituent pas des composantes subsidiaires, mais plutôt une force pour un engagement accru et au sein de leur formation politique. L'apaisement, le retour à un dialogue politique raisonnable seront des points clés dans les prochains mois. La première responsable du Conseil national des droits de l'homme donne sa recette pour une élection sans heurts, avec en ligne de mire le nécessaire respect des droits de l'homme en période électorale. Notre contribution pour les élections de 2025, nous avons déjà réactivé l'Observatoire pour le respect des droits de l'homme, qui pour nous est un mécanisme très important et qui a 4 composantes. La composante sensibilisation. Très bientôt, nous allons sur le terrain, au travers de nos commissions régionales, sensibiliser les populations pour se faire massivement enrôler. Nous avons la composante l'observation des élections, nous avons la composante plaidoyer et nous avons également la composante alerte précoce. Et en tout cas, je voudrais rassurer nos concitoyens que le CNDH jouera pleinement son rôle pour qu'en 2025, pendant les élections, nos concitoyens fassent des choix éclairés, des choix informés, et cela dans la paix. Dans cette veine, les vieux contentieux doivent être évités. Il en est de même pour les actes d'anti-jeu, source de lendemain incertain. La dent et la langue se querellent souvent, mais ils sont condamnés à cohabiter. C'est pourquoi le jeu ne doit pas tuer l'enjeu. Alors je rappelle, après cet élément de Sédou Ouattara, que cette émission est aussi la vôtre, elle est participative et vous allez voir apparaître le code QR. Vous allez en profiter pour nous poser des questions, soumettre vos interrogations ou suggestions. Peut-être une réaction, le sociologue, sur le CNDH qui met en avant, bien évidemment, les droits de l'homme et le respect de ces droits, oui, même dans le cadre des élections. Oui, Mme Sangari, elle est dans son rôle. Hein. C'est important parce que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, les élections, c'est pas pour que les vies humaines disparaissent, c'est pas pour qu'on les gens y laissent des traumatismes physiques ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est important qu'on organise des élections pour que les populations, les citoyens se déterminent par rapport aux dirigeants, mais après la vie doit continuer. Donc c'est important effectivement que les droits de l'homme soient respectés. Mais on dit de l'élection qu'elle est primordiale dans une société démocratique. Mais est-ce qu'une élection, fût-elle apaisée, suffit à faire d'un État une démocratie?
messieurs. Je regarde le philosophe du coin de l'œil pour reprendre les fameux propos de Hugeux. L'élection suffit-elle à faire la démocratie? C'est un élément Professeur Dion. constitutif de la démocratie, parce que c'est un mode de désignation. Et on pense que c'est le mode adéquat de désignation. Le moindre mal. Voilà. Vous êtes dans une salle de classe, vous êtes 50, on demande un responsable. Vous avez plusieurs façons de désigner le responsable. Un des critères, ça peut être la force. On choisit le plus fort. Vous commencez à vous taper là-dessus. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comment on fait en sorte qu'une certaine volonté générale se dégage, une majorité se dégage, et qu'on puisse dire c'est Sylvain qui, pour nous, est la personne indiquée pour. La majorité peut se tromper, c'est son droit. C'est son droit. En démocratie, on ne parle pas de vérité. Ce n'est pas scientifique. La majorité peut dire c'est Sylvain. Et puis, 2 semaines, 3 semaines après, on constate que Sylvain n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mais on sait que l'élection, ça sera dans 1 an. Donc, on attend 1 an après. Valentin vient dire, mais vous voyez que Sylvain n'a pas fait le travail. Moi, je pense que je serais un bien meilleur délégué de classe. Nous avons la possibilité de dire, donnons la chance à Valentin de montrer qu'il peut faire mieux que Sylvain. Donc, c'est un mode de désignation. C'est pas seulement... C'est pour ça que le concept de démocratie substantive que le professeur Achille Bembe et tous les autres développent aujourd'hui, c'est fondamental parce que la démocratie, c'est pas seulement le mécanisme de l'élection et puis ça s'arrête là. C'était d'où ma question. Donc, parce qu'on focalise tout sur l'élection. C'est un processus, mais l'élection contient beaucoup de choses. Quand l'élection est bien faite, il y a toute une histoire dans l'élection, il y a toute une volonté dans l'élection, il y a toute une liberté qui s'exprime dans l'élection. Et quand je vais déposer le bulletin dans l'urne pour rentrer chez moi, j'ai le sentiment d'avoir fait un choix sans contrainte parce que je suis un citoyen libre. Donc l'élection est primordiale, mais ne suffit pas. Oui, non, l'élection est un baromètre de référence quand on parle de démocratie. Mais il n'y a pas que l'élection qui fait la démocratie. Oui. La démocratie, c'est aussi avant tout de reconnaître la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est le chef. Voilà. Ce n'est pas le président. La souveraineté du peuple, c'est aussi le respect des libertés fondamentales. Ben, c'est aussi le fait qu'on admette qu'il y ait plusieurs partis. Voilà, parce qu'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs convictions, donc il faut que les tendances soient représentées. Et voilà, donc c'est aussi, séparation des pouvoirs aussi, voilà, judiciaire, exécutif et législatif. Donc voilà, et puis peut-être... Vous voulez compléter, M. Nguessan? Bon, pour caricaturer, pour la Côte d'Ivoire, le mandat présidentiel dure 5 ans. Oui. Et après les 5 ans, il y a une journée où, de manière symbolique, le pouvoir est remis au peuple. Pour cette journée, de manière symbolique, de manière caricaturale, il n'y a pas de président. Le peuple est souverain. Oui. Et le peuple choisit de déléguer son pouvoir à l'un des principaux candidats. Quand il est élu, il y a aussi la notion de redevabilité. Oui. Voilà. Vous avez été élu sur la base d'un programme, vous avez été élu à partir d'une constitution qui définit des droits qu'il va falloir respecter. Avoir élu un candidat ne lui confère pas un droit divin sur notre vie. En Amérique latine, ils ont trouvé la formule. Après 2 ans de mandat en Bolivie, par Venezuela, etc., il y avait un référendum. Est-ce que le monsieur a respecté le mandat pour lequel il a été élu? Si le référendum vous fait savoir que vous ne respectez pas le programme pour lequel vous avez été élu, il y a lieu de passer à autre chose. Bon, nous, on n'en est pas encore là, mais vous avez été élu pour un programme. Il y a une certaine redevabilité vis-à-vis du peuple. Il y a aussi et surtout le respect des droits des premières générations, liberté civile et politique, la liberté économique, sociale et culturelle. Malheureusement, ou alors là où ça pose problème, nous avons une constitution dans nos pays qui donne trop de pouvoir au président de la République. Si je ne m'abuse, mais c'est un régime présidentialiste. Si je ne m'abuse, l'article 67, le président est le chef de l'administration, il nomme aux emplois civils et militaires. Son pouvoir, il en fait ce qu'il veut. Donc l'opposition a beau se plaindre, mais la Constitution lui donne le pouvoir de faire ce qu'il est encore en train de faire. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, le président peut proposer des projets de loi, c'est pas seulement l'Assemblée nationale, il est le chef suprême de la magistrature, donc le pouvoir judiciaire, l'armée, il y a... le budget, il a des manières de contourner la loi de finances. Donc finalement, le président est assez fort. Ça fait qu'on a l'impression qu'il abuse de son pouvoir, mais c'est la Constitution qui lui confère ce pouvoir-là. Donc, le régime politique est important à vous écouter. Très, très important.
pour l'instant, on est dans un régime présidentiel. J'ai envie de vous demander, c'est vrai que vous êtes quand même le représentant de la jeunesse, si je puis m'exprimer ainsi. Présentez-nous déjà rapidement votre entité, Monsieur Benbala. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est exactement? Merci Fatim. Donc, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est un organe consultatif créé auprès du ministère en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, chargé donc d'assurer la représentation de la jeunesse dans toute sa globalité, on dira, donc sociale, culturelle, économique, sportive et autres. Donc, nous sommes un trait d'union en fait entre les jeunes et les gouvernants, le gouvernement. Voilà. Alors, qu'est-ce que la jeunesse, justement, attend de cette élection présidentielle de 2025? Selon vos remontées de terrain, qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, il faut dire que les dernières remontées de terrain ont prévalu donc, lors de l'élaboration du PJ-Gouv, et les requêtes étaient celles de la formation, étaient celles de l'aide à l'entrepreneuriat, étaient celles de l'accompagnement socio-éducatif. Donc, globalement, les besoins de la jeunesse ne changent pas. On a besoin de stabilité économique, politique, pour pouvoir continuer de grandir dans un environnement sain, où chaque jeune peut exprimer l'ensemble, l'entièreté de ses potentialités. Et pour cela, notre requête est la même à nos dirigeants, à nos politiques. Rester dans un dialogue permanent, penser aux jeunes qui, au quotidien, donc, se battent pour pouvoir faire avancer la Côte d'Ivoire. Et certainement que si nous tous on a ces objectifs donc, de faire progresser la Côte d'Ivoire, il y aura toujours la bonne attitude et les bons gestes politiques, le bon ton politique. Une partie de cette jeunesse n'a pas vécu la crise précédente. Vous pensez que ça l'interpelle, ce passé douloureux, ou elle a de la distance parce qu'elle ne l'a pas vécu dans sa chair et dans son sang, contrairement peut-être à leurs proches? Quel est son regard sur ce passé? Alors, il faut dire qu'on a tous des parents ou des grands-parents qu'on côtoie souvent qui nous parlent de l'histoire, de leur histoire électorale en disant qu'ils prenaient plaisir par le passé à se rendre aux urnes, parfois même montrant le doigt avec l'encre indélébile pour dire qu'effectivement, je suis fier d'avoir voté. Mais il est clair que nous, jeunes qui avons peut-être connu les épisodes de 2010 et peut-être un peu 2020, nous sommes parfois un peu réticents à l'idée de nous rendre aux jeunes pour aller exprimer notre droit. Donc, il est clair qu'il y a quand même cette petite frayeur-là qui existe chez certains et qui n'est pas toujours... donc, cette frayeur-là n'est pas toujours, on va dire, réduite par l'attitude de nos politiciens et de nos hommes politiques qui ont tendance parfois à ne pas toujours aborder dans le bon sens. Mais... d'une manière globale, il faut dire que la jeunesse, aujourd'hui, est toujours intéressée par le débat politique, intéressée par ce que les politiques font, tout en gardant, bien sûr, cette petite réserve-là qu'on peut avoir du fait de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Mais justement, certains abordent cette élection avec sérénité, d'autres avec inquiétude. Qu'en est-il, messieurs, de chacun de vous? Et quelles seraient, selon vous, les sources d'espoir ou de crainte au vu de la situation qui prévaut? Valentin Zawi, des craintes, des inquiétudes ou une certaine sérénité et de l'espoir? Ça dépend de là où on se situe. En fait, on a une histoire. La Côte d'Ivoire de 60 à 90, c'est ce qu'on pourrait appeler nos 30 glorieuses. Et puis de 90 à 2020, nos 30 douloureuses. Parce qu'il y a eu beaucoup de... 95, l'élection présidentielle, il y a eu le boycott actif avec tout ce que ça a entraîné comme conséquence. 2000... on sait dans quelles conditions, il a dit lui-même, le président Gbagbo, dans les conditions calamiteuses, il a été élu, si j'ai bien noté ça. 2010, on sait ce que plus de 3000 morts. 2020 aussi, il y a eu une crise. Donc, on observe que chez nous, quand on dit élection présidentielle, c'est forcément une période anxiogène, parce que de là où on vient. Donc, pour 2025, il faut vraiment souhaiter que, j'allais dire, tous les acteurs... aussi bien les politiques que les citoyens, nous tous, chacun joue son rôle pour que l'élection soit ce qu'elle est. C'est un moment pour choisir des représentants. Mais ça convoque aussi comment est-ce qu'on s'adresse les uns aux autres. Peut-être qu'on va y revenir. Donc faire attention aussi aux mots qu'on utilise sur la place publique. Mais ce n'est pas une fatalité. Je termine avec ça. Si on veut, on peut.
Professeur Dion, pareil, vous êtes plutôt serein ou inquiet? Je ne suis pas sûr d'être serein. Ah, donc... Je n'en suis pas très sûr. Parce que, comme Valentin vient de nous le rappeler, notre histoire est douloureuse et difficile depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Ça fait que les moments de joie sont comme des dimanches de la semaine. Du lundi au samedi, c'est des moments de difficulté où on est toujours dans la vallée de larmes. Mais alors que ça devrait être l'exception. On devrait plutôt être heureux tout ce temps-là et puis connaître peut-être un jour de difficulté, mais après on relance. Mais on est toujours inquiet quand une élection en Côte d'Ivoire approche. Ça veut dire notre incapacité à nous entendre sur des conditions de transparence. Donc la question que moi je nous pose tout le temps, qu'est-ce que nous voulons exactement? Pour nous, pour notre pays et pour nos enfants. Qu'est-ce que nous voulons? Si nous identifions clairement cet objectif, si nous voulons la paix, la concorde pour notre pays, je parle de paix comme concorde, je ne parle pas de paix comme tranquillité. Parce qu'au cimetière, il y a la tranquillité. Je ne crois pas qu'il y ait la paix. Parce qu'au cimetière, il y a le silence. Le silence ne fait pas la paix. On peut bavarder, mais dans le bruit, il peut y avoir la paix. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Si nous sommes d'accord sur cela, je crois que nous avons les armes, nous avons les ressources intellectuelles, morales, humaines pour trouver les voies et moyens d'aller à une élection apaisée, tranquille, où le vainqueur sort et où l'opposition ou le pouvoir constate qu'il y a un vainqueur et le pays continue sa marche. Nous avons à reconstruire notre revivre ensemble. Voilà le défi qui nous attend. Alors, on va prendre quelques questions des téléspectateurs. Quels sont les exemples de succès récents en Afrique de l'Ouest ou en matière de maintien de la paix pendant les élections et que peut apprendre la Côte d'Ivoire de ces exemples? Bon, vous les avez cités, hein, Sylvain Gassan. Vous avez dit le Ghana, le Sénégal. C'est le Sénégal, oui. Oui, vous l'avez cité ça. Des pays comme le Botswana, où les choses se passent bien. C'est pas l'Afrique de l'Ouest, donc... Voilà. Un peu ça, hein. Même le Bénin a une certaine mesure. Oui. Le Bénin a aussi une mesure. Comment les leçons tirées des élections précédentes peuvent-elles être appliquées pour assurer un processus électoral plus pacifique en 2025? Comment tirer la leçon? Je pense qu'il y a un exercice qu'il faudra qu'on fasse un jour dans une démarche, en termes de catharsis, c'est s'arrêter et puis faire le point. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on sait comment c'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça? En règle générale, comme le professeur Dion l'a dit, c'est parce qu'on ne veut pas respecter les règles ou parce qu'on se croit plus malin que X ou Y. Non, une compétition n'a de sens que quand il y a des règles et quand tout le monde est traité de façon équitable. Je dis les bases d'une élection apaisée, transparente, on les connaît. Il faut juste... on va y aller directement alors. Oui. Comme ça nous permet d'entamer la seconde partie et puis s'intéresser aux partis politiques, aux populations, à tous les protagonistes. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par des élections apaisées? C'est l'absence de violence, de mort. C'est quoi l'absence? C'est quoi les élections apaisées pour vous? Bon, c'est l'absence de violence, à part qu'il y a la violence physique et il y a aussi la violence psychologique. Oui. Voilà, la violence physique, bon, généralement, une élection en Côte d'Ivoire, bon, en dehors de la crise de 2010, hein, la violence psychologique, généralement, dans nos villes, ce sont 12 heures à une semaine. Avec des villes qu'on pourrait citer, qui connaissent quand même ce genre de troubles. Dzopi, quelquefois, Aboville, quelquefois, Divou, quelquefois, Guiglo, quelquefois, où il y a eu des troubles jusqu'à 72 heures, voire une semaine. Sinon, généralement, la violence, elle est plus psychologique. J'allais répondre en parlant du dialogue politique ivoirien, qui est une chance. On avait énuméré, je crois, 35 points. Peut-être qu'il serait intéressant de faire le bilan de ce dialogue politique, de voir les 35 points. Quels sont les points qui ont trouvé des éléments de réponse? Quels sont les points qui n'ont pas encore trouvé des éléments de réponse? Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que cela laisse appréhender certaines violences psychologiques. Ce n'est pas tant qui va gagner les élections,
mais c'est plus qu'est-ce qu'il fera de nous, nous qui aurons perdu les élections. Et cette peur psychologique suscite tous les mouvements. Il faut s'accrocher, il ne faut pas perdre, parce que voici ce qui pourrait advenir. Et il en parlait tantôt, il nous faut cette catharsis, nous asseoir et réfléchir. Voici ce qui n'a pas marché en 2010, voici ce qui n'a pas marché en 2000, tirer la conclusion de sorte qu'une élection devienne une simple compétition politique en Côte d'Ivoire. Sinon, tant que cette peur psychologique va demeurer dans les esprits, plusieurs seraient amenés à se donner toutes les chances, tous les moyens de rester au pouvoir, avec tout ce que cela pourrait engendrer. Donc la peur de perte de pouvoir, là aussi, quel est votre avis sur cette question? Alors, pour nous jeunes, il y a une image qu'on apprécie, c'est celle donc des principaux leaders des partis politiques, que ce soit du parti au pouvoir, de l'opposition. On se souvient encore donc de cette image, cher petit frère, cher aîné. Ah, les accolades entre les trois anciens présidents. Même si certains diront qu'à la suite de certaines accolades, il y a eu des frictions. Le point pour nous, c'est de maintenir le dialogue. De maintenir ce dialogue, cette concertation permanente et de toujours mettre en avant l'intérêt donc de la nation. C'est vrai que les partis politiques ont chacun leurs intérêts, mais il faut se dire que nous pouvons nous asseoir pour discuter parce que nous sommes dans un climat de paix et nous devons... Mais vous voulez dire quelque chose d'important, parce que vous dites, voilà, en fait, vous nous dites que ça peut être aussi des réconciliations ou des retrouvailles de façade, mais c'est pas grave selon vous. S'il n'y a pas de sincérité et puis une logique plus profonde. Ce genre de retrouvailles sont très souvent précédées donc, de travaux, de sessions, oui. On va dire avec la primature qui essaie de faire asseoir tout le monde dans le cadre du dialogue politique, comme il disait. Notre point, c'est de maintenir le dialogue, de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés et de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre les enjeux. Et les enjeux, c'est de ne pas retourner en arrière de ce qu'on a vécu il y a quelques années. Donc pour vous, la symbolique est forte par rapport à l'attitude des... Allez-y, après je vais donner... D'accord, parce qu'il y a eu quand même des points qui ont été soulevés depuis certains moments. Il faut pouvoir trouver des solutions à ces points. Sinon, ils vont se retrouver certainement d'ici la fin de l'année pour le dernier dialogue politique avant les élections, mais les mêmes points vont revenir. On les connaît, c'est la réinscription, le retour de M. Soro Guillaume, c'est la réinscription de M. Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Soro Guillaume sur la liste électorale. C'est la réduction du coût pour être candidat à la présidentielle. On n'est pas dans une aristocratie. C'est le découpage électoral. C'est l'audit de listing électoral. Tant qu'on fera des dialogues politiques juste pour réécrire ces points, différentes formules, différentes formes. On a des très bons intellectuels en Côte d'Ivoire. Demain, ce sera peut-être professeur Dion qui va écrire avec son langage. Mais c'est toujours les mêmes points. Il faut pouvoir trouver des éléments pour qu'on puisse avancer et sortir de cette crise. Bon, on va s'intéresser plus sérieusement aux partis politiques, justement. Les élections cristallisent les tensions au sein des partis, mais surtout entre les différentes forces politiques. Comment s'organisent les principaux partis pour parvenir à des élections apaisées? Réponse au micro d'Ahmed Traoré. 2025 ne se fera pas sans nous, déclare le leader du COJEP, Charles Blé Goudé, devant ses militants le 12 mai 2024 à Yamoussoukro. 2 jours auparavant, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rassurait les membres du PPACI lors de son investiture « J'accepte d'être votre candidat ». Dans sa vision, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, milite pour une nation démocratique. Le PDCI-RDA, le plus ancien des partis politiques de Côte d'Ivoire, a désormais un nouveau président du nom de Tidjane Thiam. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se réorganise. Pour les militants et sympathisants du RHDP, Alassane Ouattara est leur candidat naturel. Ces sorties donnent le ton de la pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2025. Les candidats se bousculent pour succéder au président Alassane Ouattara et 2025 pourrait bien accueillir dans le paysage politique ivoirien d'autres candidats. Et comme les conséquences des conflits sont déplorables, les partis politiques aspirent à contribuer au maintien du climat de paix. Tout conflit se négocie dans la discrétion et par le dialogue et la diplomatie. Nous sommes tous solidaires des actes que nos dirigeants prennent pour nous. Donc on n'a qu'à faire un effort pour continuer les négociations, la diplomatie. Le PPACI est un parti qui travaille depuis sa création avec toutes les forces qu'il a pour que la démocratie s'enracine et se développe en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque approche le moment des élections, nous,
notre première préoccupation, c'est de faire en sorte que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Donc, pour les élections apaisées, la première chose à laquelle tout le monde doit travailler, c'est de réunir les conditions d'élections justes, transparentes et équitables. Le parti s'organise d'abord en insistant sur les aspects, je dirais, d'implantation. Et au-delà de cela, nous entendons nous inscrire dans les différentes activités qui seront donc déployées au niveau de la CEI. Il est donc bien évident qu'aucun parti politique n'aborde des élections avec une volonté, je dirais, de situation de crise ou de trouble. La finalité du Front populaire ivoirien, c'est d'aller à des élections qui se déploient et se développent dans un cadre de transparence. Pour la paix, il y a le langage des hommes politiques et le comportement des hommes politiques. À ce niveau-là, nous sommes un parti de paix, un parti de rassemblement. Nous sommes dominants aux fouettistes, dont nous tendons la main. On demande à nos militants de ne pas être ceux-là même qui attisent le feu et qui, évidemment, au lieu de se concentrer sur nos objectifs, pour des actes qui ne sont pas bien. Donc aujourd'hui, le militant de l'AFDP doit être un vecteur de paix. Certains analystes estiment que les élections ne sont pas la cause première de la violence. Les scrutins électoraux sont plutôt perçus comme des catalyseurs ou des accélérateurs du déclenchement de la violence. Les échéances électorales des dernières années en Côte d'Ivoire se sont déroulées pacifiquement et librement. Mais l'on a tout de même enregistré quelques actes de violence. Alors, quelques réactions sur les propos entendus lors de ce reportage? Alors, je pense qu'on a une redynamisation, je dirais, de la vie politique avec les différents porte-parole des partis politiques qui essaient chacun, donc, à leur manière, de faire vivre leur parti à travers une communication régulière. C'est vrai que les propos suscitent parfois donc, la controverse en fonction des mots qui sont utilisés par ces porte-paroles. Mais ce que moi je note, c'est que globalement, au niveau des têtes de file de ces partis, à chaque fois qu'il y a des prises de parole, ce sont des paroles qui restent encore modérées et qui ne sont pas de nature forcément donc, à entraîner une discorde et autres. Donc j'ose croire qu'à la suite, on restera donc dans cette dynamique-là, venant donc de ces principaux leaders que tout le monde regarde de chacun de ces partis. Mais justement, la recomposition de l'échiquier politique ivoirien est-elle salutaire ou pourrait-elle être chrysogène, messieurs? Monsieur Zawi. Non, par définition, je veux dire, à chaque époque, c'est réalité. Déjà que, comme je le rappelais à l'entame de l'émission, de 1960 à 1990, jusqu'à 1993, non, 90 parce que le multipartisme a été installé en 90, on était dans une logique de parti unique. Le président Houphouët-Boigny, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé qu'on pensait tous la même chose. Mais bon, à la pratique, c'est pas vrai. Et puis en 90, on réinstaure le multipartisme pour reconnaître le fait que... Parce que même les membres d'une famille n'ont pas les mêmes idées, n'ont pas la même façon de penser. Donc, on acte le fait que nous sommes une société, mais avec des tendances, des opinions aussi diverses que variées. Et c'est en cela que les partis politiques ont un rôle important à jouer, puisque celui qui se sent de gauche va aller dans un parti de gauche, celui qui se sent de droite, de centre, etc. Donc ça permet aussi aux citoyens d'avoir leur équilibre psycho-émotionnel, puisque je vais adhérer à un parti où Monsieur Zawi, je me reconnais. Vous pensez vraiment que les Ivoiriens votent par idéologie? Ah non, ça c'est une critique qu'on entend régulièrement. Non, ça c'est une autre question. On a l'impression que c'est pas... Vous pensez vraiment qu'il y a de l'idéologie? Non, je suis juste en train d'expliquer un peu le principe. Ça c'est une autre question. Oui. Non, je vais déjà le faire. C'est déjà bien que dans une démocratie, on a plusieurs partis. Oui. Maintenant, oui, les partis qui sont des associations privées, c'est cela. Donc, ce qu'ils font n'engage pas le reste des citoyens. Et c'est en cela qu'ils doivent faire attention quand ils prennent la parole sur la place publique, aux mots qu'ils choisissent. Parce que ce n'est pas seulement les citoyens qui doivent être condamnés par la justice, ce sont des citoyens comme nous. Mais après, est-ce que les citoyens votent par rapport à l'idéologie? Ça, c'est tout autre chose. Et on pourrait en reparler. On va en reparler. Parce que j'allais justement vous demander si l'offre politique actuelle vous rassure ou vous inquiète. Moi, je pense que surtout dans leur prise de parole et leur comportement. C'est surtout ça que je mets l'accent. Oui, pour revenir un peu sur ce que disait Zawi tantôt, moi, je pense que les Ivoiriens votent par idéologie. Des Ivoiriens, c'est pas tout le monde. Je connais des Ivoiriens qui disent, moi, je vote M. Ouattara pour qu'il construise des routes.
Le reste, il n'attend plus rien de lui. C'est de l'idéologie ou de la personnification? Certains Ivoiriens, c'est un ensemble d'idées. Certains Ivoiriens. Mais c'est quoi? Je vote pour un parti libéral, c'est en cela que je vote pour le président Ouattara? Le programme, c'est au moins 30, c'est sur 30 points au moins. Oui. Il lit les 30, il retient un. Je vote M. Ouattara parce que s'il est élu, il va construire des routes. C'est pour cela que moi je le vote. Par contre, quand je regarde dans le programme tel, je ne vois pas des routes. Moi, je veux des routes plus haut bas. Il y en a qui disent, j'aime M. Gbagbo parce qu'il a parlé de l'école, il avait quelque chose qu'il voulait faire pour l'école et la communalisation de toute la Côte d'Ivoire. Donc, je vais le voter pour voir ce qu'il va faire de ces 800 communes. Il y en a qui disent, non, on vote le PDCI parce que c'est un parti qui est conservateur, qui est posé sur la paix, qui essaie de recruter un peu partout. Donc chacun vote pour une certaine idée. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on connaît d'habitude, ce qu'on appelle socialisme, libéralisme, les grandes idéologies. C'est un programme que les gens votent. Pour certains points. Maintenant, pour revenir à votre question sur la personnalité des leaders, leurs interventions, je pense que c'est de bonne guerre. Hein. Je pense que la ligne rouge n'a pas encore été franchie. Ah oui? Vous pensez je pense que la ligne rouge n'a pas encore été franchie. On attend tous le président de la République sur la réinscription ou pas de M. Soro Guillaume, Non, ça c'est des problèmes spécifiques. Là, je parle du ton, des mots choisis. Je ne parle pas des problématiques que l'opposition met en avant. Moi, je ne pense pas que la ligne rouge ait été franchie jusque-là. Et vous, messieurs, professeur Dion, pour l'instant, les propos tenus, sur la ligne rouge a été franchie ou pas dans les propos tenus par les personnalités politiques? Qu'est-ce qui nous permettra de dire que c'est une ligne rouge ou pas? C'est ça la difficulté. Bon, déjà le droit peut-être. Mais ce qu'on constate et qui est malheureux, c'est que quand on leur tend le micro, on est dans un royaume de bonnes intentions. Ils parlent toujours bien. Nous demandons à nos militants de l'apaisement et machin. Quand ils sont à leur meeting, c'est tout autre chose qu'ils nous produisent. Voilà ce décalage-là qui pose problème. On ne peut pas dire à la télévision, oui, nous sommes pour la paix, nous voulons aller au dialogue, et à un autre meeting, dire celui qui vous fait ça, faites-lui ça. Le discours, à un moment donné, doit pouvoir être cohérent. Ça manque de cohérence. C'est vrai qu'on est en politique, c'est vrai qu'il y a une atmosphère de surchauffe quand l'élection arrive, mais vous savez, il y a au moins trois raisons pour lesquelles on adhère à un parti politique ou on fait un choix. Il y a la tête, il y a le cœur et il y a le ventre et le bas-ventre. La tête, c'est ce que vous appelez l'idéologie. Oui. Je suis au PDCI, je suis au PPACI, je suis au RHDP parce que je pense comme eux. Ils ont un système de pensée qui me convient. Leur vision de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030, jusqu'en 2040, ça me convient. Combien sont-ils ceux qui pensent ça? Il y a ceux qui sont dans le cœur, dans l'émotion. Soit qu'on est de la même tribu, de la même ethnie, soit que c'est mon leader de ceci, soit que je l'aime comme ça, sans raison, etc. Et puis il y en a qui disent, oui, mais si je vais là, je vais avoir trouvé satisfaction pour mon ventre, pour mon bas-ventre, je serai heureux, ce parti-là m'arrange. C'est eux souvent qu'on appelle les nomades, les transhumants, oui, il va ici, il va là, mais parce qu'il a fait ce choix. Quand nous regardons notre société, la majorité des gens penchent pour quoi? Je crois que l'émotion joue beaucoup chez nous. Quand je dis l'émotion, c'est... Parfois, on n'est même pas d'accord avec l'idéologie, mais parfois, c'est Sylvain. J'aime Sylvain. Sylvain est de mon ethnie, Sylvain est de mon bord, Sylvain est de ma région, Sylvain est... C'est pas toujours rationnel. Et c'est pourquoi, quand on regarde l'évolution de notre société, il est important qu'on éduque les gens à la formation politique et à la démocratie pour qu'ils comprennent que c'est d'abord l'espace des idées. C'est parce que mes idées correspondent à son offre que je pense que je devrais pouvoir y aller et lui apporter mon soutien. On va poursuivre avec une question de Kouyapa, de Côte d'Ivoire. Y a-t-il un organe chargé de rappeler à l'ordre nos politiciens qui se livrent à ces dérives langagières afin de préserver le climat social? Alors, je pense qu'il y a les entités... Très bonne question. Déjà, il y a peut-être la justice, s'il y a des propos diffamatoires. Au cadre de la loi. Voilà, il y a déjà la loi. Parfois, ils vont au-delà. Oui. Parfois, ils vont au-delà. Et souvent, on constate que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi sont très méfiants sur les sanctions, sur ceci, cela. Il y a ce fait-là. Mais quand on va au-delà, il devrait quand même y avoir ce que j'appelle en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays des gardiens de notre intégrité et de la paix. Il y a des gens qui devraient pouvoir tenir ce rôle. Quand, en 2012, moi j'ai écrit un livre sur la politique et que je demande depuis 2012 déjà
qu'on responsabilise les chefs et les rois, les chefs traditionnels et les rois, mais c'est pour qu'ils deviennent les garants moraux de notre vivre ensemble. Ces chefs-là aujourd'hui, ces rois, je ne leur jette pas la pierre. Je fais le constat. Je me trompe peut-être. Mais quand je regarde, il y a même des régions ou des villes où ce sont les chefs eux-mêmes qui sont les pyromanes. Parce qu'ils ont choisi un camp, ils ont choisi un clan, ils ont choisi un parti, ils ont choisi une partie. Mais il faut qu'il y ait en Côte d'Ivoire des sages, des gens courageux, déterminés, pour dire aux hommes politiques, nous pensons que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais si aucune entité morale, aucune instance n'est capable d'aider la loi et la justice à nous rappeler à l'ordre, mais tout va à volo. Bon, je pense que le bilan est un peu excessif quand même. Hein? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'entendre l'imam, je ne connais pas trop son nom, avec l'Église catholique qui se prononce régulièrement sur la vie politique ivoirienne. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que l'Ivoirien lui-même retient de l'autorité du chef du village? Que reste-t-il de l'autorité de l'imam? Que reste-t-il de l'autorité du clergé catholique? C'est un peu ça aussi la question. Ils ne jouent certainement pas leur rôle comme on l'attend. Mais nous aussi, permettez que je le dise politiquement, on a assez bien éduqués. On a très vite versé dans la violence verbale, à tel enseigne qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la ligne rouge qui a été franchie, moi, par rapport à 2010, il me dit que rien n'a encore été fait. Non, mais rien n'a encore été fait. Donc, c'est ça. Il faudra une cure de chaque Ivoirien pour qu'on apprenne à respecter l'autorité. Quand c'est l'imam qui est en train de parler, je ne suis pas musulman, mais quand même, c'est un gardien de la morale, de la société, de la vie en communauté. Je dois écouter ce qu'il dit et tirer le meilleur pour vivre avec mes voisins. Tant qu'on n'en arrivera pas là. Ben Bala, vous êtes d'accord, il faut s'appuyer sur des représentants communautaires pour jouer de garde-fou ou voyez, de sage, ce fameux rôle de sage. Il est clair que les chefs traditionnels, les chefs religieux ont un rôle très important parce qu'étant très écoutés à travers la Côte d'Ivoire, donc pour ce qui est de la majorité des régions, nous, au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, notre vision est peut-être un peu différente. Nous ne cherchons pas forcément à être capables de contrôler les discours des politiques, mais ce que nous disons, c'est que les jeunes doivent être suffisamment formés à recevoir tout type de messages, à les analyser et à les rendre de la manière la plus valorisante que possible. Donc, si je suis jeune, que le chef de parti politique me donne un message qui va à l'encontre de mes valeurs, je dois être capable, de par la formation que j'ai reçue, de pouvoir réagir autrement que ce qu'il attend de moi. On va revenir sur les populations. Je veux qu'on reste sur les partis politiques. Déjà, est-ce que vous pensez que ce sont les principaux responsables de la bonne tenue d'une élection? Est-ce qu'ils sont peut-être même uniquement les seuls responsables d'une élection qui ne se déroule pas comme on l'aurait escompté? Non, ils sont des acteurs, mais ils ne sont pas exclusifs. C'est Tocqueville qui dit que la démocratie d'un pays est viable non pas par les compétences de ses dirigeants, mais par l'engagement citoyen. Je pense que le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a entamé la démocratie sans la culture qui va avec. Mais ça, c'est tous les pays africains, alors, ou presque. J'ai failli dire au Sénégal, ils ont quand même une longueur d'avance sur nous en termes de conscience politique aussi. Non, parce que en fait, chez nous, il y a eu 30 ans de parti unique, et puis en 90, on rentre dans le multipartisme, et les partis politiques qui peut-être devaient former aussi leurs militants, ils le font peut-être, mais bon, sur le terrain, on ne le sent pas. Il y a aussi le rôle de la société civile. Malheureusement, chez nous, c'est que la plupart des organisations de la société civile soit arrimées ou à des partis politiques ou portent des masques. Donc, du coup, en termes de crédibilité, parfois, ça pose question. Donc, la société civile, moment, on parlait, restons sur les partis politiques et leurs responsabilités. Certains ont dicté, je crois, des sortes de chartes ou de codes de conduite au sein de leur parti. Vous pensez que c'est crédible, c'est viable et que ça peut être utile pour le déroulement des prochaines échéances? Des chartes de code de conduite au sein des partis politiques, je ne sais pas trop. Par contre, ce qu'on observe à la veille d'élections présidentielles, parfois il y a un code de déontologie qui est signé au nom de tous les partis politiques. Le médiateur de la République aussi, je pense qu'il est sollicité. Parfois il rentre en jeu. Le gros problème,
on fait tout ça. Après, est-ce que les engagements sont tenus? Malheureusement, parfois, voilà. Donc pas de crédibilité, pas de viabilité. C'est pas une fatalité, hein. De ces démarches-là. On peut y arriver si on veut. Mais les partis politiques, c'est aussi des lieux de formation. La citoyenneté, on s'y apprend, ça c'est normal. Mais c'est aux partis de s'organiser. Les partis cherchent le pouvoir. Donc les partis s'organisent en conséquence. Les partis forment les militants pour. Mais tous les citoyens ne sont pas militants. Le militant au sens propre du terme, il n'est pas très loin du militaire. Il n'est pas très loin. Le citoyen, lui, voilà, il peut ne pas militer dans un parti politique, mais il est dans la République. La République, c'est pour lui aussi. La République n'appartient pas au parti et au seul parti. Donc, il y a des entités. Ce qu'on leur demande, c'est qu'ils soient partis ou pas, qu'ils comprennent le sens de la République et qu'ils ne doivent pas partisaner la République. C'est ça que nous ne voulons pas. Certaines tensions préélectorales découlent de la validation des différentes candidatures. Vous en parliez tout à l'heure, Sylvain Guessant. Certains appellent à des élections inclusives. Est-ce que les principales forces politiques d'un pays ont vocation à prendre part à la compétition ou doivent-elles aussi accepter certaines règles qui les écartent? Ou pensez-vous qu'elles sont souvent fallacieuses? Ça rejoint un peu la question précédente sur laquelle j'ai voulu me prononcer. Le comportement d'un acteur politique et d'un militant politique, ce n'est pas seulement de la responsabilité du leader politique, il y a aussi le parent. En Côte d'Ivoire, on ne responsabilise jamais les parents. C'est aux parents d'abord d'éduquer son enfant, de lui faire comprendre que la vie humaine est sacrée. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, il y a la personnalité du leader, mais il y a aussi l'éducation des militants de ce parti. On a vu dans plein de pays. La démocratie, ce n'est pas seulement le respect des règles. La démocratie, c'est aussi la capacité à rechercher de manière permanente le compromis politique. Je ne suis pas sur la liste. Si j'ai mis un gage de force, qu'est-ce que cela va susciter dans le pays? Ma personnalité ne me permet pas de me reposer avec 2000, 3000, 4000, 5000 morts. Je propose un plan B. Ça aussi, c'est faisable en Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas encouragé que du jour au lendemain, des noms soient barrés sur la liste électorale. Donc, la personnalité du leader, comme on l'a vu au Sénégal, par exemple, ça devrait compter dans plusieurs pays. Comprendre qu'on peut ne pas être élu en 2025 et revenir en 2030, ou alors sa personnalité peut jouer un autre rôle, même si on n'est pas élu. Il y a des âges assez avancés pour pouvoir prédire que tout le monde sera là dans des prochaines échéances, même si on le souhaite. Physiquement, on veut dire. Monsieur Koné, docteur Koné Benballa, vous pensez quoi, vous, que tous les partis politiques, on va dire, assez représentatifs, doivent pouvoir candidater à cette élection, et les leaders politiques aussi, pour prendre le cas de ceux qui ne sont pas sur la liste? Est-ce qu'en tant que jeune, c'est une problématique qui vous parle, qui vous interpelle, et comment vous la voyez? Alors pour nous, nous considérons que l'élection est l'expression de la volonté du peuple. Et tout citoyen doit être capable donc, de pouvoir se présenter face au peuple et d'aspirer devenir donc, le leader ou être élu. Cependant, il est également important de prendre en compte le fait que nos institutions doivent être crédibilisées. Il faut se doter d'institutions fortes. Et cette puissance des institutions-là, elle les tire de la capacité du peuple à les respecter. Donc, il y a des règles qui sont établies par nos institutions. Nous incitons tous nos leaders à se conformer à ces règles, au besoin faire de nouvelles propositions lorsqu'ils sont dans l'hémicycle, par exemple, pour aider donc à modéliser l'environnement en fonction de nos réalités quotidiennes. Mais vous avez raison de rappeler qu'il y a des règles, mais on connaît aussi qu'il y a d'autres règles dites exceptionnelles qu'on applique. Est-ce que, pour être très direct et très franche, on a cru, avec l'idée que le président Gbagbo veuille être candidat de son parti, le retour supposé, hypothétique de Guillaume Soro, de Blé Goudé qui dit que 2025 ce ne se fera pas sans lui. Vous pensez qu'on doit attendre du président de la République justement cette fameuse grâce qui va leur permettre de candidater, ou au contraire, il n'a pas à le faire en fait? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que vous pensez que si tout le monde est candidat, ça va apaiser la situation ou ça va l'envenimer? C'est ça que je vais vous demander clairement. Comme je l'ai dit, on a notre histoire.
Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, à l'occasion d'élections présidentielles, parfois, il y a des candidats qui ont été écartés, pour des raisons fondées ou non. Les spécialistes apprécieront. Mais pour tout ce qu'on a vécu dans ce pays, je pense que nombre de nos concitoyens souhaiteraient que... après, il y a la loi, bien sûr, mais je veux dire, tous les candidats qui veulent se présenter se présentent parce que c'est aussi important, l'inclusivité pour une élection. En termes de paix sociale aussi, parce qu'on parle quand même aussi des gens qui représentent une partie des citoyens. Et en termes pour éviter une logique de discrimination, ce serait bien, comme on l'a toujours fait dans le cadre du cercle dialogue politique, qu'on règle les problèmes politiques pour permettre aux uns aux autres des candidatures pour que les Ivoiriens, en toute liberté, choisissent celle ou celui qu'ils veulent à la tête du pays. Je pense que voilà, c'est vous êtes pour une élection inclusive? Oui. Moi c'est mon avis. Moi, professeur Dion, je pense qu'on a un contentieux à vider. Oui. Et je pense qu'il faut donner aux Ivoiriens et à tous les Ivoiriens capables de voter, ceux qui sont en capacité de le faire, de choisir parmi tous ceux qui sont là, qui a la légitimité pour le diriger, pour diriger ce pays-là. Moi, c'est mon avis, parce qu'on vient de loin. Et parce qu'on est fatigué d'entendre que si j'avais été candidat, j'aurais battu telle personne. Si je n'avais pas été écarté, il faut qu'on sorte de là. La loi, oui, je suis d'accord. Mais je prends toujours cette image de, on m'en excusera, du Christ. Quand il guérit un malade le jour du sabbat. Et quand on lui rappelle que c'est une loi millénaire, que le jour du sabbat, on ne fait pas ça. On ne travaille pas. Parce que c'est la loi de Moïse. Jésus leur répond quoi? Il y a la vie et il y a la loi. Vous pensez que la vie de cet homme-là, c'est moins important que votre loi? Ou bien vous pensez que la loi, c'est fait pour les hommes? La loi dont on parle, c'est fait pour qui? Pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Si une loi doit nous conduire encore dans des bagarres, dans des palabres et dans la mort, à quoi cela sert-il de s'accrocher à cette loi? Si on peut mettre cette loi de côté et à travers le compromis, comme il a dit, on peut se parler et faire en sorte que les Ivoiriens, avec toutes les offres qui leur sont proposées, confirment le président Alassane Ouattara, choisissent une autre personne ou une tierce personne, c'est les Ivoiriens qui doivent décider pour qu'on sorte de là et que plus jamais les Ivoiriens n'aient peur d'aller à une élection et que plus jamais un pouvoir n'ait peur de perdre le pouvoir en se disant si je le perds, je serai en difficulté. Les Sénégalais l'ont réussi. La Côte d'Ivoire est le pays de l'espérance et de l'excellence. Nous sommes excellents partout. Il nous faut être excellents en politique et dans le domaine de la démocratie. Alors on va poursuivre un dernier mot sur les partis politiques avant de s'intéresser aux recommandations et donc la société civile aussi. Il y a les tensions aussi recensées sont majoritairement relatives à l'acceptation des résultats par l'ensemble des parties prenantes. Là aussi, comment faire accepter l'idée aux partis politiques qu'on peut prendre part à une élection, à la conquête du pouvoir et perdre? Non, comment on intègre cette idée dans l'esprit de notre classe politique? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Koné? Alors, on dira que c'est fondamental. Ça paraît tellement évident que quand on va à une élection, on peut gagner ou perdre. Il faut savoir que les gagnants d'aujourd'hui sont parfois les perdants de demain et les perdants d'aujourd'hui peuvent être les gagnants de demain. Oui. Donc, il faut tous raison garder, rester dans ce concept de jeu électoral et de mettre en avant donc les valeurs et l'intérêt général, même si ça paraît parfois difficile dans nos pays, en Afrique subsaharienne, donc d'arriver à cette hauteur d'esprit. Vous voulez rebondir? Je voudrais qu'on passe... Oui, non, docteur Koné l'a dit, hein, c'est un jeu à la fin, mais il faut qu'on l'intègre. Et comment l'intégrer? Mais on le disait, c'est ça la culture démocratique. On décide de participer à une compétition, on peut effectivement perdre ou gagner. Là où peut-être il y a besoin d'approfondir la réflexion, c'est comment est-ce que la structure arbitrale donne confiance dans les acteurs. Oui. Je pense qu'en l'occurrence, la CEI, moi j'apprécie bien M. Ibrahim Koulibaly Kubier qui a le sens de la rhétorique, c'est bien, qui est très bon. Mais est-ce vraiment un problème de personne? Mais non, ce que je veux dire, ce qu'on attend plus de la CEI, c'est que cette structure travaille à mettre les acteurs en confiance.
Parce qu'il y a quand même des éléments objectifs. Après, il y a une dimension subjective, hein, mais il y a quand même, si déjà Sylvain en parlait, la liste électorale, est-ce que tout le monde est d'accord? Quand lui-même il dit, j'ai cru avoir lu sur un journal il n'y a pas longtemps, que si on estime qu'il y a des morts sur la liste électorale, que les gens apportent la preuve. Bon, enfin, je pense que de lui, on peut attendre autre chose. Oui. C'est vraiment à lui de travailler. C'est pour ça que l'argent du contribuable permet à cette structure de travailler. Donc je pense que il faut continuer à travailler, parce que, je termine avec ça, dans un pays sérieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Hein, et c'était le cas chez nous. Après, on a dit qu'on n'a pas confiance, il faut mettre la CEI. La CEI, dedans, il y a les partis politiques, il y a l'État, il y a la société civile. Donc, c'est à eux de travailler pour que... Mais justement, l'existence, la préexistence, la permanence de ces entités dans nos pays, la Côte d'Ivoire, mais tous les pays africains, qui est une exception internationale. Les autres pays n'ont pas ces organes... Ah, en Afrique, il n'y en a pas. Voilà, en Afrique, mais voilà, les autres continents n'ont pas de tels organismes pour assurer la... Voilà. Est-ce que on doit s'en réjouir, finalement? Ou c'est le compromis qu'on actuellement entre les différents politiques? Si vous voulez avoir mon avis en tant que citoyen ivoirien, je souhaiterais vivement que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Il y a eu ce débat en Côte d'Ivoire. Chacun de nous a eu le temps de se prononcer. Faut-il une élection organisée par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le gouvernement sortant? Ou alors, faudra-t-il... Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le ministre de l'Intérieur a été nommé par le président sortant, qui généralement est candidat. Il y a eu ce débat, c'est pas nouveau. Le peuple souverain. Et puis, il y a eu la deuxième tendance qui a dit, si on ne fait pas confiance au gouvernement, nommons des personnes à qui on peut faire confiance, de la société civile, les organismes religieux, etc., etc., mais sans représentativité des acteurs politiques. On a trouvé la synthèse, c'était des technocrates plus des acteurs politiques. Oui, bien sûr, des acteurs politiques, oui, oui. Mais le jour de l'élection, il y a un acteur. Il a un candidat. Et c'est ce manque de confiance qui fait que chaque jour, on est en train de soupçonner la CEI de tous les maux. Même quand la CEI elle-même prend le soin de dénoncer des choses qui n'ont pas marché lors de l'élection, le lendemain, encore, on trouve l'occasion d'accuser le président de la CEI d'avoir organisé. Bref, il faudrait qu'on fasse un choix et surtout qu'on l'assume. Oui. Soit on laisse les préfets, sous-préfets organiser les élections, on y adhère totalement, soit alors on écarte tout ce monde, on prend des gens de la société civile à qui on fait confiance, ils organisent les élections et on leur fait confiance. Alors j'aimerais qu'on passe aux recommandations, parce que nombreux sont ceux qui œuvrent à la préparation d'élections apaisées, comment promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. Leurs recommandations au micro de Siaka Kone. Des élections présidentielles 2025 apaisées en Côte d'Ivoire. Organisations internationales, société civile et autres parties prenantes encouragent cette dynamique. La FIDOP, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, a son idée sur le sujet. Les élections qui vont venir là, faisons en sorte que celui qui va les perdre soit un bon perdant. Et nous tous, on va l'accompagner à accepter, mais que celui qui a gagné aussi soit plébiscité par les Ivoiriens. Et pour cela, mettons un système électoral transparent et le meilleur gagnera et vivra la démocratie. La Fondation Friedrich Ebert œuvre dans plusieurs domaines d'activité en Côte d'Ivoire, notamment dans la promotion de la démocratie. Elle entend sans équivoque apporter son concours pour une présidentielle transparente. On doit réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait pas d'exclusion et que tout ce qui peut être comme blocage, frustration, puisse être levé avant ces élections. Autre chose aussi, c'est la formation citoyenne. Un citoyen qui est bien formé peut décider. Et la recommandation que nous voudrons faire, c'est de s'occuper surtout des jeunes. Il faudrait que les jeunes puissent participer. Parce que si les jeunes ne participent pas, ce sont ces mêmes d'ici 1 an, 2 ans qui vont dire « on n'est pas d'accord ». Et comment ils vont s'exprimer? Ça peut être par la violence et une contestation qui ne soit pas très démocratique. Les observateurs de la vie politique ivoirienne ne manquent pas de recommandations. Dr Diofolo Doumbouya, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, se veut direct à l'endroit de la classe politique et des autres acteurs de la scène politique ivoirienne. Que chaque famille politique, chaque camp politique forme et informe ses militants sur le processus électoral. Deuxièmement, il est nécessaire que la structure officielle qu'est la commission électorale indépendante passe plus de communication, plus d'information et de sensibilisation sur chaque étape. Parce qu'en général, on confond les missions et les tâches. Il y a les missions,
Mais dans chaque mission, il y a des tâches. Il faudrait qu'on explique cela aux citoyens lambda. Pour sa part, la commission électorale indépendante a pris le devant des choses. Pour prévenir toute forme de violence post-électorale, elle initie depuis le 12 juin dernier, et ce jusqu'au 10 août 2024, une campagne de sensibilisation à l'endroit de la population ivoirienne. La CEI entend sillonner les 31 régions et départements de la Côte d'Ivoire. Objectif, apprendre l'éducation civique et électorale à tous les citoyens. Alors on le voit, sont nombreuses entités à s'activer sur le terrain. Monsieur, vous pensez qu'une élection apaisée, ça se prépare comme on prépare un autre événement? Est-ce que ça se prépare, ça s'anticipe? Bien sûr, je pense qu'il faut même anticiper, surtout connaissant l'histoire du pays en matière de crise per- ou post-électorale. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens pour ce qui concerne la jeunesse d'anticiper sur ce genre de crise, c'est la sensibilisation et la formation des jeunes, des leaders de jeunesse, à l'effet qu'ils comprennent le rôle important qu'ils ont à jouer et leur futur qui est engagé dans les échanges. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment on forme un jeune à la citoyenneté? Ça veut dire quoi? On vous fait lire des livres sur la citoyenneté? On vous montre des exemples de comportements à bannir, à avoir? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, par exemple, en prévention des échéances régionales et municipales, nous avons organisé une série de formations destinées aux leaders de jeunesse dans 37 départements du pays, où nous avons rassemblé les jeunes, les responsables administratifs, certains chefs traditionnels et religieux et les représentants des partis politiques, où nous avons demandé à l'ex-ministère de la Réconciliation, à la CEI, de nous emmener des formateurs pour leur expliquer le principe des élections, leur expliquer comment est-ce que tout le circuit électoral se déroule, leur expliquer leurs responsabilités en termes de transmission de l'information auprès des autres jeunes. Il faut transmettre la bonne information, il faut éviter les messages les fausses nouvelles. Et vraiment, avec ce genre de formation, si on arrive à les multiplier, parce qu'on a 22 millions de jeunes. Aujourd'hui, on passe des messages parfois à la télévision, à la radio, mais est-ce qu'on arrive à toucher tout le monde? Donc il faut multiplier ces actions-là sur le terrain et faire en sorte qu'il y ait un suivi aussi derrière avec les leaders de jeunesse qui peuvent être responsabilisés, au-delà de tout ce qui est activité citoyenne que peut mener la CEI ou le gouvernement lui-même. Toujours par rapport à la population, le taux de participation, pour beaucoup, participe à la légitimité d'un pouvoir. Comment susciter l'intérêt des populations pour ce scrutin sans éveiller les passions? Professeur Dion, comment on trouve le bon équilibre entre l'intérêt et éviter les débordements? Et si la population ne trouve aucun intérêt à aller voter, elles n'iront pas. Les sociétés aujourd'hui sont pratiquement dépolitisées. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas d'intérêt à aller voter un candidat. Ils ne voient pas d'intérêt à aller donner sa vie pour des gens qui, apparemment, ne savent pas où ils nous conduisent. Donc les gens sont chez eux. Mais il y aura un regain d'activité politique quand les choses vont devenir beaucoup plus saines, beaucoup plus transparentes. Quand je sais que dans 5 ans, si tu m'as battu aujourd'hui, j'ai des chances de te remplacer, je me prépare pendant les 5 ans. Mais quand je sais que 30 ans après, tu crées les conditions pour que je ne puisse même pas prétendre te remplacer, je me résigne. Et parce que je me résigne, je suis chez moi à la maison, je ne participe pas. Il faut créer les conditions. Il a dit tout à l'heure quelque chose d'important. Notre devoir, c'est de créer une société de confiance. Tant qu'il n'y a pas la confiance, ça sera difficile. Et je pense que ces acteurs politiques-là et ces partis, on leur a trop laissé la Côte d'Ivoire politique. De sorte que c'est eux qui décident. C'est eux qui font leur... Vous pensez que c'est eux qui... C'est eux qui sont dans les représentations. Qui donnent le rythme. C'est eux qui donnent le rythme. C'est eux qui nous font peur. C'est eux qui créent l'angoisse. Mais comment renverser la tendance? À un moment donné, il faut, comme il a dit, créer des pôles civiques et citoyens de sensibilisation pour que petit à petit, ils comprennent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas aller militer dans des partis politiques, mais parce que nous trouvons important que la patrie, là, c'est plus important que les partis. Et que les partis ne peuvent pas mettre la vie de toute la patrie en danger. C'est ça qu'il faut leur dire chaque jour et c'est pourquoi il faut s'organiser pour.
Mais à 14 mois de l'échéance électorale, vous sentez un engouement des populations pour cette échéance, monsieur? Autour de vous? Moi, j'ai fait une tournée, enfin, j'étais en mission 2 ou 3 fois en Côte d'Ivoire, à l'intérieur, comme on le dit. J'ai senti quand même l'engouement des populations qui parlent de plus en plus de politique, qui essaient de savoir que propose tel candidat. J'ai commencé à voir des nouveaux rangs autour des journaux, des débats, des gens qui s'apprêtent à aller se faire établir des pièces d'identité, des gens qui sensibilisent à se faire enrôler, etc., etc. Il y a un certain intérêt, c'est à l'homme politique de proposer aussi. Voilà, il faut qu'on connaisse son offre sur les principaux sujets. Bon, ça fait beaucoup, mais quand même, sur les sujets les plus sensibles, c'est quand même intéressant qu'on puisse connaître leurs propositions afin d'étendre le débat. Dieu merci, depuis plus d'1 mois, il y a un débat sur l'IDH. Ça augure quand même de meilleurs débats pour cette élection à venir. Je reprends les questions des téléspectateurs. Adam69 nous dit que pour réussir le climat de paix pendant les élections, les partis politiques et les candidats doivent signer et respecter une charte de bonne conduite, sinon se voir interdire de participer aux joutes électoraux. Mais ça, ils ont toujours signé, ça n'a pas empêché. Oui, on l'a dit tout à l'heure. En fait, ce qu'on doit comprendre, je pense que oui, les partis politiques ont un rôle à jouer, mais quand vous prenez les millions de partis politiques par rapport aux 30 millions d'habitants que nous sommes en Côte d'Ivoire, ramenés aux citoyens ivoiriens, ils valent pas grand-chose. Mais justement, pourquoi, l'autre question que je voulais vous soumettre, Sanogo Noou, pourquoi en Côte d'Ivoire on n'a pas une société civile forte comme dans les autres pays? Je pense que vous citiez le Sénégal tout à l'heure. Oui, parce que, mais c'est ce qu'on a dit, c'est une culture citoyenne qu'il faut développer. En fait, ce n'est pas une génération spontanée. On doit y travailler. Et c'est en cela que l'émission qu'on fait ce soir aussi, je pense que doit y contribuer. Parce que parfois, il faut faire de la pédagogie. Il y a ceux qui sont engagés d'un point de vue militant, et puis il y a des citoyens qui ne sont pas forcément encartés, qui doivent également aussi former, éduquer les masses. C'est aussi le travail que vous faites au niveau de la télévision nationale, de faire des émissions pour que les citoyens... Parce que comme je l'ai dit, ce sont les citoyens qui font une démocratie, ce n'est pas forcément les dirigeants ni les politiques. C'est la société civile. Si Alou nous demande quels seront les moyens mis en place pour pouvoir sensibiliser le peuple à une élection plus exclusive et pacifique. Vous parlez d'aller sur le terrain, d'échanger avec eux, mais vous pensez vraiment que c'est suffisant? Que une tournée pendant ces 14 mois peuvent nous garantir une élection apaisée? Très honnêtement. En fait, à votre permission, je voulais juste dire un mot. Vous avez dit que ce n'est pas une génération spontanée. Oui, donc, en 14 mois... Il y a le travail que font les partis politiques, mais les leaders de la société, je veux dire... le chef du village, le maire, les chefs des quartiers doivent faire ce travail de sensibilisation. Il ne s'agit pas de prendre parti, de dire que c'est notre société à nous tous. Si ça se passe mal, c'est nous tous qui allons en pâtir. Donc, comment on fait pour que les choses se passent bien dans un monde civilisé? C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est le rôle de chacun de nous d'impacter positivement son environnement. Donc, faut Docteur Koné après, docteur Nguessan. Je pense qu'il ne faut pas se fatiguer d'expliquer aux uns aux autres que c'est eux qui ont la décision, c'est eux qui ont le pouvoir de décision. 8 millions, quand nous on considère la jeunesse, 22 millions de jeunes, 8 millions d'inscrits sur la liste électorale. C'est pas suffisant? On comprend qu'il y a encore du travail de sensibilisation et d'information des jeunes sur leur capacité de faire changer les situations qu'ils vivent, leur capacité de continuer, d'arrêter, de recommencer, ainsi de suite. Et parfois, on rêve, nous jeunes, de recevoir des partis politiques qui viennent peut-être sensibiliser les jeunes à l'effet de s'inscrire sur les listes électorales, pas pour aller voter le parti, mais parce que c'est un devoir citoyen d'abord, avant de venir avec son offre politique. Il faut que tout le monde s'engage dans cette dynamique-là de sensibilisation et de promotion donc, du devoir citoyen. Pour rester sur la jeunesse, certains aussi lui reprochent à la jeunesse ivoirienne, au-delà de son non-engagement, on va dire, politique ou dans le vote, ce ne serait que même dans le cadre des élections. On l'a vu aussi là-bas, au Sénégal, où les jeunes étaient là dans les bureaux de vote pour surveiller et n'ont pas demandé qu'on les dédommage financièrement pour ça. Ils l'ont fait comme un devoir citoyen. Vous pensez que c'est possible avec la jeunesse ivoirienne? Ça renvoie à la notion de la conscience citoyenne. On n'y est pas encore, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut travailler à cela. On ne peut pas faire autre chose que d'expliquer, de sensibiliser. Parce que, voilà, on ne peut pas forcer les gens, il faut convaincre, il ne faut pas contraindre, comme dirait quelqu'un. Parfois, le vote est obligatoire. En même temps, je reviens encore sur la personnalité de l'acteur. Il faut le leader qui puisse susciter ce genre de leadership. Les jeunes Sénégalais l'ont pas fait pour tout le monde.
Ils l'ont fait pour un camp bien déterminé, parce qu'il avait une offre. Des gens qui ont accepté de perdre leur boulot, qui se sont retrouvés au champ, en train de faire des champs de patates, pour faire amener la jeunesse à rêver d'un autre Sénégal. Le pacte, il était scellé. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Donc, pour revenir sur la sensibilisation, elle ne cessera jamais, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où il faut des gestes forts. Des gestes forts, le professeur Dion l'a dit, il faut réinscrire le nom de M. Laurent Gbagbo, M. Charles Goudé, Soro Guillaume, sur la liste électorale. 1. 2. Il faut libérer les prisonniers politiques. 3. Ceux dont les comptes sont encore gelés, il faut les dégeler. S'il y a ces gestes forts, vous allez voir que celui qui va remporter l'élection en 2025, quelle que soit sa personnalité, pourrait avoir une certaine censure morale, une ligne. Il y a un terrain qui a été balisé pour une gouvernance démocratique, pour une cohabitation politique, pour un compromis. Il pourrait éviter certaines erreurs de gouvernance. Sinon, la sensibilisation, Abidjan qui n'a pas encore été sensibilisé. Non, juste d'un mot. Non, ce que Sylvain dit, c'est vrai qu'il faut des gestes forts, comme il dit, mais le citoyen qui quitte sa maison pour aller dans l'urne, il faut qu'il y trouve un intérêt. On peut faire tout ce qu'on a fait, mais si j'estime que demain je vais voter, mon vote n'est pas pris en compte ou bien je ne me sens pas en sécurité, les gens ne vont pas faire le déplacement. Donc, c'est important que l'arme du citoyen, c'est le bulletin de vote. On n'a pas besoin de se tailler à la machine, de se tirer dessus pour... Non, il faut qu'on comprenne que, en fait, c'est pourquoi dans la démocratie, le pouvoir, c'est le peuple souverain. C'est nous qui sommes l'employeur du chef de l'État, du président de la République. Et tant que les Ivoiriens n'ont pas compris cela et qu'on s'écrase devant les politiques, oui, on va rester à... Mais c'est les Ivoiriens qui n'ont pas compris ça ou sont les politiciens qui n'ont pas compris ce devoir de redevabilité? Est-ce que ce sont vraiment les populations qui n'ont pas compris? Non, mais la redevabilité, c'est l'obligation qu'a le dirigeant de rendre compte à la population. Oui. Mais il faut déjà que le citoyen le sache même pour l'exiger. Donc oui, c'est pour ça que je parle de culture démocratique. On doit y travailler. Voilà, il y a beaucoup d'insuffisances. Ça revient à la notion de contrat à durée déterminée entre le peuple et ses élus. On a la possibilité de revenir sur notre décision d'il y a 5 ans à travers les urnes. Si vous n'avez pas satisfait aux promesses que vous avez faites au peuple. Donc il faut continuer donc de sensibiliser les jeunes sur le fait qu'ils ont le pouvoir donc de décider de ce qui peut advenir de demain. Et quel est votre regard sur la personnification de la classe politique? C'est-à-dire que, voilà, il y a un leader dans toutes les tendances et parfois on craint une idolâtrie qui dit leader, une personnification peut-être trop forte. C'est normal? On doit s'en accommoder? C'est humain. À un moment donné, personne ne peut vous empêcher de considérer que votre leader, après Dieu, c'est lui. C'est son charisme. Il y a des gens qui exercent un leadership purement charismatique. Même quand la loi n'est pas de leur côté. Même quand la tradition n'est pas de leur côté. Ils ont posé un acte parfois tellement héroïque, qui a été tellement apprécié, qu'on se dit il est à sa place. Et tout le monde le suit. Les hommes veulent suivre quelqu'un qui leur indique un horizon. Donc, quand vous trouvez cet homme-là, les gens sont déterminés à aller avec vous. Donc, vous ne pouvez pas empêcher ça. Maintenant, après, chemin faisant, avec la culture démocratique dont on parle, parce que la démocratie, là, c'est pas vrai de penser que ce n'est qu'un régime politique. Oui, c'est un régime politique, mais c'est surtout une manière d'être et de vivre. Et on le disait tout à l'heure. C'est ça. Quand on est démocrate au pouvoir, ministre ou président, c'est parce qu'on sait être démocrate chez soi, à la maison, avec sa femme et ses enfants. Mais on ne peut pas être tyran à la maison, décider de tout, mettre tout sous coupe et réglé, et puis vouloir prétendre, après, être démocrate. Non, la démocratie ne tolère pas ce genre d'hypocrisie dans l'acte et dans le fait. Donc il faut qu'on soit en accord avec la culture de la démocratie. Alors que faut-il, question de Comenant, que faut-il faire juste après les proclamations des résultats pour emmener au calme les militants du parti qui aura perdu? La personnalité du leader revient encore sur le rôle de l'acteur. Il y a eu des communes en Côte d'Ivoire où on craignait qu'il y ait des actes de violence.
Mais déjà, mais je crois avant minuit, il y avait des candidats qui avaient déjà appelé, je reconnais que j'ai perdu. Et puis on est passé à autre chose. Si vous voulez aller passer votre acte de violence, vous le posez, mais moi, j'ai reconnu devant la nation que j'ai perdu les élections. Donc il faut une reconnaissance de la défaite déjà par le leader politique qui dit à ses militants... Je reconnais que je ne suis plus dans la course, je souhaite bonne chance à ceux qui y sont encore, et puis on passe à autre chose. Mais je pense qu'il y a juste un petit effort. Pour 2025, ce serait vraiment souhaitable. Parce que quand on fait le vote, on sait tout de suite dans les bureaux, on a le point. Donc on n'a pas besoin d'attendre 3 jours, une semaine pour donner. L'information est remontée. Il faut comme ça se fait ailleurs. On l'a vu avec les élections au Sénégal aussi. Mais quand l'information qui remonte, on vous dit d'attendre 3 jours. Mais voilà, il faut après, on n'a pas encore proclamé. Exactement. Il faudra changer ça. Du bureau de vote jusqu'à la CEI, quelque chose se passe sur la route et qu'on annonce un autre résultat. Donc ça nourrit la suspicion. On doit moderniser. On doit moderniser l'annonce de nos résultats. Bien sûr, on doit moderniser. Il faut y aller. C'est célérité. C'est ça. Oui, mais chaque candidat devra aussi avoir son QG de campagne. Mais bien sûr, ils ont ça. On accuse la CEI, c'est vrai, mais de 18h à 19h, tous les résultats sont déjà remontés au QG du candidat. Là, le candidat sait par rapport au taux de participation ce qu'il représente dans la course. Et en Côte d'Ivoire, en dehors de... Il n'est pas encore minuit, bon, ils sont encore dans la course quand même, mais le soir, les candidats avec les principales tendances. On savait comment ça s'est passé sur le terrain. Maintenant, s'il y a des cas de fraude avérés, bon, c'est autre chose. Sinon, chaque candidat a le résultat avant 20h. Dernier mot, au vu de la situation régionale et internationale, est-ce que l'élection présidentielle ivoirienne aura des répercussions au-delà de nos frontières? Et en cela, doit-elle nous imposer à faire preuve de plus de responsabilité? Ah oui, forcément. C'est le sens de préserver nos acquis. Il faut préserver nos acquis sécuritaires. Il faut préserver notre stabilité politico-économique, parce qu'on voit bien l'extrémisme violent qui est aux portes de nos frontières. Et il est important pour nous d'être responsables dans le sens donc de la préservation de l'équilibre politico-social qui est le nôtre actuellement. Mais Foubrani disait qu'on ne peut pas être un oasis dans un désert. Alors, vous pensez que ça peut avoir des répercussions sur l'international, le vote ivoirien, le scrutin ivoirien? Forcément. Ce qui se passe ici, ça se ressent ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, ça se ressent ici. C'est un monde qui est connecté. Et donc, ce que nous allons produire en 2025, nous allons, d'une façon ou d'une autre, nous-mêmes d'abord en subir les conséquences, et puis ensuite, ça va avoir des effets sur les rapports que nous aurons avec les autres. Je pense qu'il est quand même important pour 2025 que tous, autant que nous sommes, les politiques, les citoyens, nous travaillions à la réminiscence de la vocation originelle de la Côte d'Ivoire. Ça s'inscrit dans d'autres hymnes nationaux. Terre d'espérance, pays de l'hospitalité, partie de la vraie fraternité, la grandeur du pays. Et ça, c'est des mots qui doivent nous parler. C'est notre identité immatérielle. Quand on dit union, discipline, travail, il faut qu'on les incarne. Donc oui, si l'élection se passe bien chez nous, ça montrait une bonne image de nous, comme on a organisé la CAN et tout le monde était fier de la Côte d'Ivoire. Si ça se passe mal, bien entendu, ça va monter une image négative. Donc on a tous intérêt à ce que les choses se passent bien. Au-delà de l'image négative, est-ce que ça peut avoir des répercussions plus gravissimes? La Côte d'Ivoire, c'est, je crois, 20% de taux d'immigrés maintenant. Hein. Donc, s'il y a une grave crise... 6%, non? Non, ça a dû baisser un peu. S'il y a une grave crise que ce monde-là doit remonter, naturellement, il y a des incidences humaines, humanitaires, tout ce qu'on dit. Moi, qui ne suis pas sur les questions de sécurité économique, il y a le port sec de Ferké. Voilà, tout est mis en place pour susciter le rayonnement, pour attirer Ouaga et Bamako à 500 km au lieu d'aller toujours à 1400 km. Donc on a intérêt à préserver notre climat. On compte sur les acteurs politiques aussi pour nous éviter le pire. Et les populations aussi, puisqu'on est tous responsables. Peut-être pas tous coupables, mais tous responsables. On est un géant économique, il faut qu'on essaie d'être un démocratique, il faut devenir un géant démocratique. Allez, messieurs, c'est sur ces belles paroles que s'achève notre émission. Merci à tous de votre participation. Merci, monsieur Dr Koné Benballa, d'avoir représenté la jeunesse. Merci aux autres invités moins jeunes de votre participation. Ne vous inquiétez pas, je me mets au même niveau que vous. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir pris le temps de suivre cet échange et rester fidèles à la RTI1.